Je voudrais remercier encore une fois l'ensemble des organisateurs et surtout la maîtresse de maison qui a réussi à faire renaître, comme le phénix, de ses cendres, les initiatives autour de l'hypertension artérielle dans cette belle contrée. J'ai eu la chance de croiser André il y a 48 heures et donc je trouve que pour les Caraïbes et pour les Antilles en particulier, c'est bien de voir qu'il y a de l'énergie et de l'envie de faire. Donc bravo pour votre engagement et pour ce que vous faites pour les patients et pour les soignants. Donc moi je vais essayer, je vais pas faire court. Non, c'est pas grave, je vais pas aller vite, je vais pas faire court, je vais prendre mon temps, je suis là, je suis ravi d'être là, je vais répondre à vos questions. Vous n'allez pas aller à la pause café, on va faire tranquillement, Non, on va faire de façon assez interactive et dynamique. Je vais essayer dans les 15 prochaines minutes de vous synthétiser pourquoi je suis là. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé ma carrière dans le domaine de l'hypertension artérielle, il y a quelques années, on m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est fini, l'hypertension, il n'y a plus de nouveaux médicaments, il n'y a plus d'activité. Un peu ce que vous disiez sur le Loxène, le désir. Mais pourquoi tu veux prescrire du Loxène pendant 25 ans? Je dis non, mais moi je crois. Donc j'ai commencé à faire pas mal de recherches dans le domaine, chez l'animal, chez l'homme. Et finalement, après 20 ans, parce qu'en médecine, les choses sont longues, mais quand même, depuis quelques mois, depuis quelques années, il y a quelque chose de fascinant qui se passe, c'est qu'on réinvestit dans le domaine de l'hypertension artérielle. Et donc moi, je vais vous parler de ces innovations qui vont, à mon avis, changer non seulement la donne pour nos patients, mais aussi notre pratique médicale quotidienne. Donc, pour démarrer, il y a des petites erreurs, mais c'est pas grave. Pour vous démarrer, je vous présente cette figure, qui est une figure très importante, parce que quand nos patients nous demandent « mais pourquoi j'ai de l'hypertension artérielle ?» Eh bien, la réponse est toujours, il y a 5 à 10% de chances pour que vous ayez une hypertension artérielle secondaire, donc il y a une cause. Si on trouve cette cause, peut-être qu'en la traitant, on vous guérira, mais ce n'est pas sûr. Et puis, il y a 90% de situations où votre hypertension artérielle, on ne sait pas pourquoi vous êtes hypertendu. Donc, il y a des facteurs, l'obésité, la sédentarité, l'apnée du sommeil, il y a des déterminants génétiques, sociaux, économiques, il y a de la physiopathologie, le système sympathique, le système rénine, etc. Mais il n'y a pas une raison qui explique pourquoi vous êtes hypertendu. Et cette diapositive et ce cercle vous montrent en fait tous les éléments qui ont été recensés par la Société européenne d'hypertension artérielle qui influencent et qui sont en partie responsables de l'élévation de la pression artérielle, des choses sur lesquelles vous ne pouvez rien faire. Plus vous vieillissez, plus vous avez de chances de développer de l'hypertension, on ne peut pas vous rajeunir. Quand vous êtes un homme, avant 50 ans, vous avez plus de chances d'avoir de l'hypertension artérielle qu'une femme, on ne peut pas vous changer de genre. Mais il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Et puis, il y a aussi quelque chose de très intéressant dans cette diapositive, c'est la partie en vert. C'est un peu le yin et le yang dans l'organisme. Il y a des facteurs qui augmentent le risque d'hypertension artérielle. Ils sont cités là, le système sympathique, le système rénine, le système de la vasopressine, le système de l'endothétine. Mais on a aussi des systèmes protecteurs. Et en fait, pendant très longtemps, on s'est battu pour bloquer les systèmes délétères. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, c'est de booster les systèmes protecteurs. Donc, dans la vision ancienne, je crois qu'on est arrivé au bout du système avec les deux innovations que je vais vous présenter qui visent le système rénine-angiotensin-aldostérone. La première innovation, et retenez ce nom, zilebesiran, mais surtout retenez le suffixe siran. Quand vous entendez siran, inclisiran, zilebesiran, patisiran, ce sont des médicaments d'une nouvelle classe pharmacologique qu'on appelle les ARN interférents. Siran, ça vient de l'anglais Silencing Interfering RNA, des molécules qui vont rendre silencieuse l'ARN messager à l'intérieur d'une cellule, ARN messager d'une protéine choisie. Et donc ça, c'est une nouvelle classe de médicaments. Le Covid a contribué au développement des usines ARN et a permis l'émergence de cette nouvelle stratégie thérapeutique. Alors les trois avantages de ces sirans, on va les appeler comme ça, les sirans, ce sont des injectables. D'accord ? Ce ne sont pas des médicaments que vous allez prendre per os, ce sont des injectables. Ce sont des médicaments qui ont des demi-vies très longues. C'est une injection tous les 3 ou une injection tous les 6 mois. D'accord ? Et ce sont des médicaments qui ciblent une protéine, donc ça veut dire que ce sont des médicaments qui sont spécifiques d'un tissu et d'une protéine, comme des ciseaux moléculaires. Et le zilebesiran, c'est quoi? C'est en fait un agent qui va bloquer la synthèse de l'angiotensinogène. Ça veut dire qu'il va mettre au repos le système rénine. Vous n'allez plus fabriquer d'angiotensinogène, donc plus d'angiotensine 1, plus d'angiotensine 2, plus d'activation du système rénine. Vous mettez à plat le système rénine-angiotensin-aldostérone.
Quand vous dosez l'angiotensinogène chez les patients qui reçoivent le zilebesiran, eh bien, il y a 0 angiotensinogène. 0. Et quand vous regardez bien sûr leur pression artérielle, elle diminue parce que si vous mettez à plat le système rénine, vous allez avoir un effet sur la pression artérielle. Je vous l'ai dit, c'est une stratégie très intéressante parce qu'elle cible une seule protéine dans un seul organe. Elle va bloquer la synthèse de l'angiotensinogène au niveau hépatique. Mais en fait, je pourrais vous raconter la même histoire avec l'inclisiran qui fait pareil pour baisser le taux de LDL cholestérol en bloquant la synthèse du précurseur de la genèse du cholestérol dans le foie. Je pourrais vous parler des sirans qui sont développés dans la maladie d'Alzheimer, des sirans qui sont développés dans l'amylose cardiaque, des sirans qui sont développés dans un grand nombre de situations cliniques. Donc ça, c'est la première chose, le zilebesiran. Ce zilebesiran, il a été évalué dans 3 études que vous reconnaîtrez avec l'acronyme CARDIA, CARDIA 1, CARDIA 2. Donc CARDIA 1 et CARDIA 2, en fait, montrent que quand vous injectez ce médicament, et c'est une fois tous les 6 mois, c'est quand même, sur le plan conceptuel, depuis ce matin, on a parlé d'adhésion, d'IPA, d'observance, de difficulté de prendre les traitements. Là, vous allez proposer à vos patients un traitement injectable tous les 6 mois. C'est pas anodin, c'est pas un comprimé tous les jours, c'est un traitement tous les 6 mois. Quand vous le donnez seul, chez quelqu'un qui rentre dans la maladie, la baisse de pression artérielle, elle est à peu près de 12 à 15 mm de mercure. C'est l'équivalent d'un bon traitement antihypertenseur. Et si vous l'associez, parce que parfois nos patients ils ont besoin de plusieurs médicaments, si vous l'associez à un diurétique, si vous l'associez à un inhibiteur classique, vous obtenez une baisse de presque 20 mm de mercure. Donc, seul ou en association, ce médicament, il fait le job de 1 à 2 médicaments, sauf qu'au lieu d'être administré tous les jours, il est administré une fois tous les 6 mois. Cardia 3 a été présenté il y a quelques semaines à Madrid, au congrès de la Société européenne de cardiologie. Donc ça, c'est juste une diapositive pour montrer en synthèse Cardia 1, Cardia 2. Vous voyez ici, vous avez écrasé le système au bout de 2 semaines et vous voyez qu'au cours du temps, vous avez maintenu les taux très bas d'angiotensinogène, proches de 0, pas véritablement d'effet indésirable, et puis une baisse tensionnelle, vous voyez, à 8 semaines et à 24 semaines, 6 x 4, 24, on est bien à 6 mois, avec une baisse, vous voyez, à 200 mg, à 400 mg ou à 800 mg, un effet un peu dose dépendant, et la dose retenue sera 300 mg. Donc là, il n'y a pas photo, ça marche, ça fait ce qu'on lui demande de faire, ça fait baisser la pression artérielle, et ça se maintient au cours du temps. L'étude qui a été présentée à l'ESC, un petit peu décevante. Et ça, c'est le propre de l'histoire de médicaments. Des fois, vous êtes très, très content au début, et puis quand vous continuez le développement, pourquoi on est moins content? Parce qu'ils ont fait une étude où ils ont injecté 300 mg de zilebesiran à 90 patients, mais là, ce ne sont pas vraiment des hypertendus sévères, des hypertendus avec 1, avec 2, avec 3 médicaments, mais ce sont des hypertendus à haut risque cardiovasculaire. En fait, Cardia 3, c'est l'étude pilote avant de faire une étude de morbimortalité. Parce que la question qu'on se pose, c'est si je mets à plat le système rénine, c'est comme un super IEC, si vous voulez, un super ARA2, si je mets à plat le système rénine pendant quelques années, est-ce que je vais réduire la morbimortalité cardiovasculaire? Donc quand vous prenez des hypertendus moins sévères, mais qui ont un risque cardiovasculaire accru, le bénéfice tensionnel est moindre. Vous voyez, ça fait plus que 5 mm de baisse de pression artérielle. Donc, comme dans tous les médicaments, ça c'est une règle, plus votre pression artérielle est élevée, plus un traitement est efficace. C'est vrai pour le cholestérol, c'est vrai pour la glycémie, c'est vrai pour la pression. Plus votre pression artérielle est basse, eh bien moins l'effet antihypertenseur est important. Et c'est pour ça que là, vous avez un amenuisement de l'effet, mais par contre une sécurité d'emploi. Et donc, vous allez dans quelques mois, on va dire plutôt années, regarder les résultats de l'essai Zénith. Donc Zénith, c'est 11 000 patients hypertendus à très haut risque cardiovasculaire qui vont recevoir zilebesiran ou le placebo et chez lesquels on va voir si cette combinaison réduit la morbimortalité cardiovasculaire. Okay ? C'est quoi le risque principal de ce médicament d'après vous ? Oui, on pourrait dire l'hypotension, mais de façon générale, à chaque fois que vous avez besoin de votre système rénine, une hémorragie, une déshydratation, une hypovolémie réelle, une hypovolémie relative, eh bien vous avez besoin de votre système rénine pour garder l'eau, pour garder le sel, pour refaire monter la pression artérielle. Donc là, il n'y a pas eu de signal d'hypotension orthostatique ou de trouble, mais par contre, ça pose la question de la gestion de l'urgence. Donc il y a déjà, c'est souvent le cas, des siRNA anti-siRNA, des sortes d'antidotes qui pourraient être proposés aux patients qui ont besoin, dans l'urgence, de réactiver leur système rénine. Et il y a eu des tests qui ont été faits déjà chez les animaux et les premiers tests chez l'homme, donc il y aura une solution si vous avez besoin de votre système rénine. Deuxième
innovation, hein, je vous ai dit, je pense qu'on est arrivé au bout. L'amont, l'aval. L'amont, c'est on bloque la synthèse d'angiotensinogène. L'aval, le produit, la voie effectrice commune du système réninien-angiotensine-aldostérone, c'est l'aldostérone. Et donc, retenez le deuxième suffixe, c'est ostat, hein, baxdrostat, lorundrostat, qui est en fait une nouvelle classe de médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de la synthèse d'aldostérone. Hein, donc au début, vous avez l'angiotensinogène, ça fait de l'angiotensine 1, ça fait de l'angiotensine 2, ça se fixe, et à la fin, ça produit de l'aldostérone. Et l'aldostérone va se fixer sur les récepteurs aux minéralocorticoïdes. Eh bien, les stats, les ostats, ils vont inhiber la synthèse d'aldostérone. Ça veut dire que c'est vraiment le mécanisme final. Les sirans, ils bloquent la synthèse d'angiotensinogène et les stats, ils bloquent la synthèse d'aldostérone. Donc vous avez là avec deux médicaments qui bloquent le système soit au tout début, soit à la fin. Donc le baxdrostat a été lui aussi évalué et les résultats ont été présentés au Congrès de Madrid il y a quelques semaines, donc dans cette étude de phase 3. Et que nous montrent ces études? Le médicament, il fait ce qu'on lui demande de faire. Quand vous augmentez la dose de baxdrostat à partir de 1 ou de 2 mg, vous avez une baisse de la pression artérielle qui est très significative, systolique, diastolique au cabinet. C'est vrai aussi pour la pression artérielle des 24 heures, c'est vrai aussi pour la pression artérielle systolique nocturne. Donc c'est un bon, même un très bon antihypertenseur. Et l'étude qui a été présentée ici à Madrid, en fait, elle a pris des hypertendus traditionnels, et on leur a donné, parce qu'ils étaient hypertendus, soit non contrôlés avec 2 médicaments, soit non contrôlés avec 3 médicaments. On leur a rajouté le baxdrostat, on a regardé ce qui se passait sur la pression artérielle systolique à 12 semaines. Et que voit-on? Ça marche, hein, ça fait baisser la pression artérielle de façon dose dépendante, 14 mm de mercure pour 1 mg, 15 mm de mercure pour 2 mg. Mais quand on enlève l'effet placebo, on retombe sur à peu près 10. Hein, retenez en général un nouveau médicament. Ça rajoute toujours une baisse tensionnelle supplémentaire d'à peu près 10 mm de mercure. Deuxièmement, ce sont des médicaments qui bloquent le système rénine en aval. Donc, comme la spironolactone, comme les plérénones, ça peut entraîner de l'hyperkaliémie. Et c'est le cas, hein, vous voyez ici. Alors, la prévalence est faible, mais il y a quand même 1% d'hyperkaliémie dans le bras 1 mg contre 0 dans le bras placebo et 2,7 dans le bras 1 mg et 7,9 dans le bras 2 mg. Donc, ce n'est pas anodin. Ces médicaments devront être surveillés sur le plan de la kaliémie. Et troisièmement, vous savez, on vous a dit quand on fait des bilans d'HTA secondaire, il faut arrêter la spironolactone pendant quelques semaines avant de refaire les dosages, parce que les effets des antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes, ils ont un effet qui n'est pas que lié à leur concentration dans le sang. Quand vous bloquez la voie du récepteur aux minéralocorticoïdes, quand vous donnez de la spironolactone, quand vous donnez de l'éplérénone, vous avez un effet sur le récepteur. Ça, c'est l'effet de l'antagonisme, mais vous avez des effets génomiques. En fait, quand vous bloquez le récepteur des minéralocorticoïdes, ça a aussi des effets sur un certain nombre de gènes qui codent pour des fonctions. C'est pour ça que la spironolactone s'oppose à la fibrose cardiaque, s'oppose à l'hypertrophie cardiaque, s'oppose à l'aggravation de la maladie rénale. Ce n'est pas juste un effet sur la tension, c'est un effet de protection contre l'action de l'aldostérone sur les gènes. D'accord ? Donc il y a un effet génomique, il y a un effet non génomique qui est porté par le récepteur, et un effet génomique. Et c'est pour ça que tous les médicaments qui agissent sur la voie des récepteurs aux minéralocorticoïdes ont des effets plus longs que ceux qu'on pourrait s'attendre avec leur concentration plasmatique dans le sang, et c'est le cas pour le baxdrostat. Donc ensuite, troisième situation, eh bien, ce sont tous les vasoconstricteurs, donc tous les vasodilatateurs. Donc les vasodilatateurs directs, c'est très mauvais dans l'hypertension. Il ne faut pas prescrire du Loxène, il ne faut pas prescrire de l'Eupressile, il ne faut pas prescrire des antihypertenseurs centraux. Il ne faut pas prescrire. Pourquoi ? Parce que le niveau de preuve de ces médicaments est proche de 0. Le risque de ces médicaments n'est pas anodin. Et en général, si vous faites bien le travail, avec 3 ou 4 molécules antihypertensives, vous allez contrôler 90% de vos patients hypertendus. Donc quand vous êtes en train de prescrire du Loxène, quand vous êtes en train de prescrire de l'Eupressile, quand vous êtes en train de prescrire ce que j'appelle des dirty drugs, c'est des médicaments qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas.
Soit vous êtes passé à côté d'une cause d'HTA secondaire, soit vos patients ne prennent pas les traitements, soit les patients ont d'autres raisons d'avoir des déséquilibres tensionnels, mais arrêtez de prescrire du Loxène, ça ne rassure personne, enfin ça rassure les patients parce qu'ils se disent ça y est, j'ai contrôlé ma tension, mais ils vont faire de l'hypotension orthostatique, baisser trop la pression artérielle augmente le risque d'accident cérébrovasculaire, ça entraîne de la tachycardie réflexe, donc ce n'est pas une bonne stratégie. Mais donc il y a des nouveaux médicaments qui vont agir sur la vasoconstriction, et ce sont ces médicaments qu'on appelle les antagonistes de l'endothéline. Donc l'endothéline, c'est le vasoconstricteur le plus puissant dans l'organisme. C'est un peptide qui est sécrété par l'endothélium, et il entraîne une vasoconstriction très importante, plus importante que la noradrénaline, plus importante que l'angiotensine. Et c'est pour ça qu'on prescrit des antagonistes de l'endothéline dans quelle maladie ? Dans l'HTAP, qui est le territoire où vous êtes le plus sensible à la vasoconstriction des artères pulmonaires. Et donc, l'antagoniste de l'endothéline dont je vais vous parler, c'est l'aprocitantan. L'aprocitantan, il a été testé dans cette étude sur 730 patients, des hypertendus résistants, comparés au placebo. Et quand vous rajoutez l'aprocitantan, eh bien, vous avez une baisse d'à peu près 15 mm de mercure. Pardon, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. 15 mm de mercure. Mais quand vous enlevez l'effet placebo, vous retombez, vous voyez, entre 7 et 9, toujours pareil, quand vous rajoutez un médicament, vous gagnez 7 à 9 mm. Ce médicament, il est très intéressant parce qu'il agit sur un nouveau système. Ce n'est pas la rénine, ce n'est pas l'angiotensine, ce n'est pas l'aldostérone, ce n'est pas le système sympathique. C'est un vasodilatateur, mais qui semble être moins délétère que le Loxène ou le Présil. Et c'est un médicament qui a quelques effets indésirables qu'il faut connaître. En fait, quand vous donnez un antagoniste de l'endothéline, il y a deux types de récepteurs à l'endothéline, le récepteur ETA et le récepteur ETB. Et quand vous bloquez les deux, vous pouvez favoriser la rétention hydrosodée. Donc, c'est des gens qui peuvent développer des œdèmes comme avec les inhibiteurs calciques. Pas d'œdème aigu du poumon, pas de décompensation cardiaque, mais de la rétention hydrosodée périphérique. Donc, troisième molécule, après les sirans, après les stats, les antans, bosantans, aprocitantans, c'est le suffixe des antagonistes de l'endothéline. Et puis ensuite, il y a des artifices chimiques ou techniques. Et vous avez par exemple énormément de molécules qui sont désormais associées, puisque dans les recommandations, André l'a rappelé, quand vous traitez un hypertendu, il faut toujours essayer de réduire le nombre de comprimés. Donc on essaie de donner idéalement un comprimé pour l'hypertension. Il y a des comprimés uniques avec une molécule, des comprimés uniques avec 2 molécules, des comprimés uniques avec 3 molécules. Et donc ça, vous avez l'exemple, quand vous associez 3 médicaments pour l'hypertension artérielle et que vos patients les prennent, 80 à 90% de vos patients seront contrôlés. S'ils ne sont pas contrôlés avec une trithérapie, c'est qu'ils ne prennent pas les traitements. Et on le sait, 50% des gens qui ont 3 ou plus de 3 médicaments prescrits ne prennent pas les médicaments. Donc quand vous voyez quelqu'un sous trithérapie qui est non contrôlé et que vous vous apprêtez à lui prescrire une 4e molécule, il faut d'abord vous assurer qu'il prend déjà ce que vous lui donnez. D'où l'intérêt de tout ce qui vous a été dit ce matin, des IPA, des programmes, des projets, parce que c'est très compliqué de changer un comportement, et c'est très compliqué de changer un comportement de non-adhérent. C'est une stratégie qui est chronophage et spécialisée. Donc si vous dites à quelqu'un, vous prenez vos traitements, il vous dit oui. Si vous dites à quelqu'un, vous avez du mal à prendre vos traitements, il vous dit aussi oui. D'accord ? Et ça ne veut pas dire la même chose. Dans un cas, vous avez identifié un non-adhérent, dans l'autre cas, vous avez identifié un menteur. D'accord ? Mais le résultat est le même. Donc, avant de prescrire votre 4e molécule, on fait stop et on réfléchit. Est-ce qu'il prend les traitements ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce qu'il y a des effets indésirables ? Et donc, toujours dans cette stratégie de combinaison, a été présentée l'étude Quadro. Et l'étude Quadro, en fait, elle s'appuie sur 2 choses. Les bêta-bloquants sont revenus officiellement dans le cadre de ce qu'on appelle les médicaments proposés dans l'hypertension artérielle. Les bloqueurs du SRA, les inhibiteurs calciques à tropisme vasculaire, les diurétiques thiazidiques, c'est le triangle, le fameux triangle bleu, c'est ce qu'on utilise toujours. Et bien ce triangle s'est transformé en carré, puisque les bêta-bloquants ont leur place, ont leur légitimité pour la gestion de l'hypertension artérielle, sur la base de 3 observations. 1, tous les bêta-bloquants ne se valent pas. Je répondrai peut-être à ça au moins des questions-réponses, mais il y a des différences pharmacologiques, des différences dans les essais cliniques, des différences dans leur élimination. 2, il y a des situations cardiologiques où on a besoin des bêta-bloquants où les gens peuvent être hypertendus.
des gens qui ont de la fibrillation atriale, des coronariens, des gens qui ont de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. 3, il y a des situations cliniques où on prescrit empiriquement des bêta-bloquants, où on peut être hypertendu. Bêta-bloquants pour les migraines, bêta-bloquants pour le tremblement essentiel, bêta-bloquants pour le stress post-traumatique, pour l'anxiété. Bien, au sein de ces populations, vous avez des hypertendus, puisque c'est la maladie la plus prévalente. Et donc, pour ces 3 raisons, les bêta-bloquants sont redevenus des alliés de choix dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et dans ce contexte a été proposée l'étude Quadro. Je vous ai dit, un seul comprimé avec 1, 2, 3, et donc désormais avec 4 molécules, un bêta-bloquant, un IEC, un inhibiteur classique, un diurétique thiazidique, bisoprolol, pérendoprid, amlodipine, indapamide. Et là aussi, vous voyez, quand vous associez les 4 médicaments, le delta, mais sur la molécule en tant que telle, elle fait baisser la pression de presque 20 mm de mercure, mais vous allez vous comparer à des gens qui avaient 3 médicaments. Et si vous vous comparez à ceux qui ont 3 médicaments en gris, et que vous regardez ce que fait le rouge, c'est-à-dire la quadrithérapie, on retombe sur un delta toujours de 8 à 10 mm. Bon, en gros, chaque fois que vous rajoutez un médicament, vous gagnez 10 mm. Que ça soit en un seul comprimé ou associé. Enfin, de façon plus globale, il y a des stratégies qui peuvent s'attaquer à l'ensemble de ces mécanismes. Et ces stratégies, en fait, j'aimerais vous les présenter ici. Parce que ça, c'est quelque chose que l'on oublie. Pourquoi l'hypertension revient sur le devant de la scène? L'hypertension, elle revient sur le devant de la scène parce qu'en fait, dans tous les essais de cardiologie, il y a toujours des hypertendus. Et le meilleur exemple, ce sont les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée. Vous savez, ces insuffisants cardiaques, 80% de ces insuffisants cardiaques sont hypertendus. Donc en fait, quand vous voyez un essai dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, vous voyez un essai dans l'hypertension artérielle. Alors quand vous êtes insuffisant cardiaque à fraction d'éjection préservée et que vous avez une maladie rénale chronique, quand vous êtes un insuffisant cardiaque à fraction d'éjection préservée et que vous avez de l'obésité, quand vous êtes un insuffisant cardiaque à fraction d'éjection préservée et que vous n'avez rien de tout cela, eh bien à chaque fois, les 4 piliers que j'ai appelés ici, que vous connaissez bien, ont tiré leur épingle du jeu. Les analogues du GLP-1, sémaglutide dans l'obésité associée à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, la finérénone. Donc la finérénone, vous entendez, spironolactone et plérénone. La finérénone, c'est un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes, mais non stéroïdien. Donc ça n'entraîne pas de gynécomastie, ça n'entraîne pas d'hypercalémie, ça a été développé dans la maladie rénale chronique, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Les inhibiteurs du SGLT2, dapagliflozine, empagliflozine, et le sacubitril valsartan, qui est une combinaison d'un bloqueur du système rénine, le valsartan, et de médicaments qui activent la synthèse des peptides natriurétiques en inhibant leur dégradation, le sacubitril. Eh bien, quand on regarde les essais dans l'insuffisance cardiaque en fraction d'éjection préservée, avec ou sans comorbidité, on voit qu'il y a chaque fois une baisse de la pression artérielle dans ces essais avec ces molécules. Et donc ces molécules, elles expliquent aussi pourquoi il y a un regain d'intérêt dans l'hypertension artérielle, parce que 80% des malades que l'on traite, qu'ils aient une obésité, une maladie rénale chronique, une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, sont hypertendus. Donc, quand on combine les analogues du GLP-1, les inhibiteurs du SGLT2 et la finérénone, eh bien, vous voyez que vous gagnez de façon très significative le match de la mortalité. Par exemple, l'association des 3 molécules, ça fait réduire de 35% le risque de mortalité cardiovasculaire chez des sujets dont je vous ai énuméré ici les caractéristiques cliniques. Que ce soit les événements cardiovasculaires, mais aussi les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, la mortalité cardiovasculaire, ou la progression de la maladie rénale, et même la mortalité totale. Donc cette association analogue du GLP-1, inhibiteur du SGLT2, bloqueur du système rénine avec la finérénone, c'est la triple association qui va être le socle d'un grand nombre de patients que l'on voit en traitement. Donc en conclusion, je crois que grâce à ces innovations, eh bien, l'hypertension artérielle rentre dans l'ère de la médecine de précision. Donc c'est quoi la médecine de précision? C'est le bon médicament pour le bon patient. On le fait dans d'autres disciplines, par exemple en oncologie. On va collecter un grand nombre d'informations et puis dire, pour cette femme qui a un cancer du sein, qui est R négative, avec une extension ganglionnaire, qui a des antécédents cardiologiques, on va lui démarrer ce traitement. Eh bien, on y est pour l'hypertension artérielle avec ces nouveaux traitements. Donc là, je vous propose en fait un algorithme, et je vais commencer à l'envers. Il y aura toujours un peu de GLP-1 agoniste ou de SGLT2
dans la plupart des patients hypertendus que vous soignez à cause des comorbidités. Vous allez avoir des hypertendus diabétiques, des hypertendus obèses, des hypertendus insuffisants rénaux, des hypertendus insuffisants cardiaques. Et puis, en haut, qu'est-ce qu'on peut faire? Si mon patient qui a 3 médicaments n'est pas contrôlé, je peux rajouter un traitement. D'accord? C'est la quadrithérapie. Soit le traitement 4 molécules en un, c'est la quad pile. Pourquoi je l'ai mise au début? Parce que le bisoprolol, il a une double élimination par voie rénale et par voie hépatique. Donc en fait, il n'est pas conditionné par l'état de votre fonction rénale. Donc vous pourriez l'utiliser comme un outil de choix. Mais si on enlève ce palier, eh bien qu'est-ce que l'on a? Soit des malades qui ont une dysfonction rénale, qui ont une maladie rénale chronique avec une clairance qui est inférieure à 45 litres par minute. Ils auront la fameuse triple association, finérénone, analogue du GLP-1, inhibiteur du SGLT2, études flow avec le sémaglutide, toutes les études de la maladie rénale chronique avec l'empagliflozine et la dapagliflozine, et les études de la maladie rénale chronique avec la finérénone. D'ailleurs, dans les recommandations de 2024, quand vous avez une maladie rénale chronique, vous devez avoir au moins la double combinaison, et je pense que dans les nouvelles recommandations, la triple combinaison. Donc, vous allez gérer l'hypertension comme vous avez l'habitude de le faire, et vous aurez ce traitement de fond. Si votre fonction rénale est normale, vous avez 2 options. Soit vous allez chercher l'aide d'une intervention, et on en parlera tout à l'heure, de la dénervation rénale, soit vous pouvez choisir parmi les molécules que je vous ai présentées, et sur la base des essais cliniques, si vous avez quelqu'un qui a une dysfonction de la voie de l'aldostérone, eh bien on ira plutôt chercher l'aide d'un inhibiteur de la synthèse de l'aldostérone. Si vous avez quelqu'un qui a un système aldostérone normal, on ira chercher plutôt l'aide des antagonistes de l'endothéline. Je n'ai pas mis ici le zilebesiran, le fameux injectable une fois tous les 6 mois, parce qu'il n'est pas au stade du développement de toutes ces molécules qui sont déjà commercialisées aux États-Unis, commercialisées partout dans le monde, sauf en France, commercialisé dans un certain nombre de pays. D'accord ? Donc en fait, tout ce qui est là est plus ou moins disponible selon l'endroit où vous habitez. Zilebesiran n'est pas disponible. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous aurez droit à votre pause café et je répondrai à vos questions. Merci professeur Patak pour cette excellente présentation. On a vraiment des paillettes plein les yeux. On a hâte d'avoir toutes ces molécules disponibles pour pouvoir enfin traiter nos patients tous les 3 à 6 mois en injection. C'est le rêve pour améliorer l'observance. Merci. Est-ce qu'on prend peut-être 1 ou 2 questions ? Une question à la fois à Jocelyn et à Toul. Concernant l'intelligence artificielle, alors moi j'ai un ami en Guyane qui me dit je souffre d'hypertension résistante, est-ce que tu peux me confier à un très bon médecin? Je dis Jocelyn. Et après, il va me dire, oui, mais ton médecin là, qui est superbe, il a été demandé l'avis à un mec qu'on appelle l'IA, et en fait, voilà. Mais est-ce que ça ne peut pas aider justement à personnaliser le traitement? Et est-ce que dans les études épidémiologiques avec ces nouveaux médicaments, c'est vrai qu'on parle de la même maladie qui est l'hypertension, on en a un peu parlé en Guadeloupe, mais on a une même maladie qui s'appelle l'hypertension, des chiffres élevés, manométriques élevés, mais on voit bien que les mécanismes sont complètement différents. Donc si on biaisait un peu les études, façon de parler, en disant celui-là c'est un rénine élevé, je vais prendre dans cette étude, dans cette sous-population, un bloqueur de la rénine et j'aurai peut-être plus d'efficience. C'est tout bon pour les labos, quoi. Enfin, bon. Moi, je vais dire quelque chose d'un peu provoquant. Vous m'entendez bien? Oui. Je vais vous dire quelque chose d'un peu provoquant. Je pense que dans quelques mois, d'accord, ou dans quelques années, on ne traitera plus l'hypertension avec des chiffres tensionnels. C'est la fin. C'est fini. L'hypertension n'est pas ou ne sera plus une maladie définie par une pression artérielle. C'est bizarre ce que je vous dis, mais et en fait, pourquoi? Parce que ce que mon collègue a rappelé tout à l'heure sur l'IA. Derrière l'IA, il y a quelque chose de fascinant qui se cache. C'est un changement de paradigme dans notre façon de réfléchir à la médecine. Donc aujourd'hui, on vous dit, ou je vous dis, dans l'hypertension artérielle, il y a une activation du système sympathique. D'accord ? Donc vous allez dire, mais comment on sait ? L'hypertension, lorsqu'elle est non contrôlée, c'est parce qu'il y a une activation sympathique. Si ton patient a une tachycardie, c'est de l'activation sympathique. S'il a un état vasculaire vasoconstricté, c'est de l'hyperactivité sympathique. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va bloquer cette hyperactivité sympathique. Bon, je la bloque comment ? Avec des médicaments. Et je vous explique qu'il y a des médicaments qui bloquent l'activité sympathique. Ça, c'est le raisonnement qu'on appelle déductivo-cognitif, c'est le résultat de ce qu'on appelle la médecine expérimentale de Claude Bernard. C'est comme ça qu'on a appris la médecine. On observe, on intègre, on explique,
on bloque ou on traite. Ça, c'est la démarche déductivo-cognitive de Claude Bernard, ce sont les fondamentaux de la médecine expérimentale, qui est celle qui nous a nourris. L'IA, en fait, elle va complètement révolutionner ça. C'est-à-dire qu'on va vous dire, vous êtes hypertendu, parce que parmi tous les éléments qu'on a recueillis chez vous, que d'ailleurs vous allez vous recueillir tout seul, vous avez des montres connectées, des matelas connectés, vous pouvez enregistrer ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous avez vu à la télé, l'activité, la météo, hein, tout ça, en fait, ça va influencer votre état de santé. Et on va pouvoir dire que quelqu'un qui est hypertendu, c'est pas quelqu'un qui a une pression artérielle augmentée, c'est quelqu'un qui mange tant de sel, c'est quelqu'un qui pèse autant, c'est quelqu'un qui a une kaliémie à ce niveau, c'est quelqu'un qui dort de telle manière, c'est quelqu'un qui marche autant, c'est quelqu'un dont la maman mangeait trop de sel, c'est quelqu'un qui a eu des enfants hypertendus, etc., etc. En fait, la pression artérielle, mais c'est pas propre à l'hypertension, vous comprenez mon cheminement, la pression artérielle est un biomarqueur qui n'est pas bon, qui est trop simple, voire même trop simpliste, parce que si c'était si puissant que ça, il n'y aurait plus d'hypertension. Bon, donc l'avenir, il est à la redéfinition des maladies avec des outils et des informations qui n'ont rien à voir avec la maladie. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, vous avez présenté des électrocardiogrammes. Un électrocardiogramme normal, vu par un cardiologue, n'est pas normal. Parce que quand il est vu par l'IA, on peut, sur un électrocardiogramme normal, voir quelqu'un qui a une sténose aortique, qui risque de faire de l'AFA, qui a de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, et on peut même prédire sa mortalité à 1 an sur un électrocardiogramme normal. L'IA voit ce que vous ne voyez pas. Donc ça, c'est quelque chose de fascinant. Deuxièmement, l'IA voit des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous pensez. Par exemple, l'électrocardiogramme, il peut vous dire si votre kaliémie est basse. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais on sait que quand la kaliémie fluctue, ça modifie l'électrocardiogramme. Mais quand le normal ne voit rien. D'accord ? Donc l'hypertension, pour répondre à ta question, demain ne sera plus définie par la pression artérielle, mais sera définie par un faisceau de data qui vont définir une situation clinique. Et cette situation clinique, l'IA nous aidera à proposer le meilleur traitement pour cette situation clinique. Et ça va faire aussi du sens par rapport à tous les patients qu'on voit. Je ne comprends pas. Il a une hypertension bien contrôlée, il a quand même fait un AVC. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Il fume depuis 80 ans, il n'a jamais fait de cancer du poumon. Pourquoi ? Parce que notre vision, elle est trop simpliste. Notre vision, elle essaie tout le temps de connecter ce que l'on connaît, ce que l'on mesure, à ce que l'on voit. Et l'IA, ça va être une révolution parce qu'elle va nous permettre de travailler avec des choses que l'on ne voit pas. Avec toutes les limites qui ont été évoquées, vous resterez responsable du choix. Donc ça veut dire que si vous croyez l'IA et vous faites ce qu'elle vous dit et que votre patient a un problème, c'est pas l'IA qui va aller en prison, c'est le docteur qui a prescrit, d'accord ? Mais ça, c'est tout le débat des années à venir. Mais conceptuellement, retenez ça, c'est que dans quelques mois ou dans quelques années, on ne parlera plus d'hypertension en mesurant la pression artérielle, comme on ne parlera plus du diabète en mesurant la glycémie, qu'on ne parlera plus d'obésité en mesurant l'indice de masse corporelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je fais comme Georges Marchais. D'autres questions ? Non, mais peut-être un complément. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Atul. La chose qu'il faudrait rajouter, c'est que cette puissance de l'IA, il ne faut pas la brider. Au contraire, elle deviendra de plus en plus pertinente quand on l'applique à nos populations. Et c'est probablement là où on risque de ne pas être bon dans on va dire, aux Antilles-Guyane, pour citer les Antilles-Guyane, parce que je ne suis pas sûr qu'on arrive à remonter à temps suffisamment tôt tout ce volume d'informations qui va pouvoir enrichir les outils d'IA pour faire en sorte que l'IA puisse répondre aussi à des questions pertinentes pour nos populations. Et si je vais citer 2 exemples. Il y a un patient que j'ai rencontré il y a quelques jours qui est allé qui a eu une coronarographie parce qu'il toussait, il est allé à l'hôpital et on lui a fait un ECG et le ECG l'a conduit directement en salle de coro. C'était pas l'IA, c'était l'humain. Mais on peut imaginer que l'IA fasse la même chose par méconnaissance de ces populations où on a entendu parler de repolarisation précoce, etc., etc. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple que j'ai en tête, c'est celui du drépanocytaire qui a des hyperdébits, qui fait de l'hyperfiltration. Aujourd'hui, je me dis que les outils d'IA ont été examinés, validés, entraînés, réentraînés sur des populations qui ne
sont pas des populations qui intègrent cette diversité. Et du coup, faut pas que ça freine le développement de l'IA. Faut juste se dire, attention, il y a un besoin d'être encore et encore plus pertinent. Et là-dessus, c'est un petit peu à nous de trouver les moyens de faire remonter ces informations. Moi, je trouve que ta remarque, elle est très pertinente. C'est que l'IA, elle va aussi permettre de démocratiser l'offre sanitaire. Parce qu'en fait, il y a plein de populations de patients qui ne sont pas inclus dans les essais cliniques, dont on ne tient pas compte des particularités, soit de vie, soit d'habitude, soit de terrain. Et l'IA va permettre cela avec deux moyens. Oui, il faut s'organiser pour améliorer la collection de la data. Ça, on ne peut pas faire d'IA. Si on va avoir de la donnée IA, il faut collecter la data. Et deuxièmement, après, il y a des outils qui se développent qui sont les jumeaux numériques. Donc, en fait, mais tout ça veut dire qu'il faut qu'un patient, vous arriviez à le convaincre que partager sa donnée, ça peut l'aider. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose de très compliqué parce que même moi, je ne sais pas si c'est pas dangereux de le faire. Moi, je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Mais en tout cas, ça reste un outil, s'il est cadré, qui peut amener à un nouveau niveau d'activité en intégrant des données particulières. Parce qu'il y a plein de patients qui ne sont pas inclus dans les essais cliniques et on applique des règles, on pourrait en parler longtemps, sur médicaments et ethnie. Les inhibiteurs calciques marchent mieux dans certaines ethnies que d'autres, les statines marchent à plus petite dose chez les Chinois, les Noirs américains ont réduit leur mort subite sans leur donner de bêta-bloquants et des IEC, mais en leur donnant des nitrés, des vasodilatateurs directs. Donc il y a quand même un gros problème, c'est que ce que l'on fait n'est pas adapté à ce que l'on voit. Et peut-être que l'IA, ça peut être une réponse à cette interrogation. Oui ? On vous donne le micro, vous parlez fort. Oui, pour compléter ce que vous dites, moi je suis psychologue dans le service de cardiologie et concernant toutes ces datas, les profils, etc., j'ai aussi de plus en plus de patients qui parlent à des IA, qui se confient à des IA et qui aussi expriment justement leur ressenti, leur vécu concernant leur maladie. Et je pense aussi que ça permettra, quand vous dites qu'il y a une révolution là qui est en marche, elle est en marche sur le plan médical, mais aussi psychologique. Et je crois, oui, que dans ces profils ou dans ces datas, dans ces faisceaux, vous parlez de faisceaux, il y aura ça aussi à prendre en compte. Il y a un très bon article dans Le Monde sur l'IA meilleur coach amoureux. En fait, ils ont regardé le nombre de questions que les gens posent à ChatGPT sur leur vie de couple. Et alors, je me suis disputé avec telle personne, et ils mettent les verbatims de la dispute, et puis il y a conseil, ou je veux me séparer de telle personne, ou j'ai des problèmes. Donc, le nombre d'informations qu'il y a sur la vie amoureuse, donc je pense que vous avez entièrement raison, c'est devenu un compagnon. Donc, force et faiblesse, c'est un compagnon qui n'est jamais fatigué, qui vous écoute tout le temps, qui répond le jour et la nuit, mais l'origine de sa réponse, elle est liée à la manière dont vous le nourrissez. Donc, moi, je crois que avec Xavier, justement, on est en train de monter un chatbot HTA dans lequel on nourrit ce chatbot uniquement de données validées. C'est-à-dire, il ne peut pas aller chercher ce qu'il veut comme information où il veut, mais on a contraint la source. On a dit, voilà, tu peux prendre les recos, tu peux prendre des vidéos qu'on a faites, tu peux prendre des présentations qu'on a faites, parce que, a priori, ces vidéos, ces présentations, elles sont sourcées, elles ne sont pas biaisées. Le danger, c'est ce que vous allez mettre, parce que même quand vous mettez vous-même des données, elles deviennent sources, d'accord ? Et elles sont biaisées. Deuxièmement, l'IA n'a pas d'émotion, l'IA n'a pas d'empathie. Mais l'IA, elle a un biais majeur, c'est qu'elle va toujours essayer de vous faire plaisir. Donc en fait, souvent, et je dis souvent ça à mes patients, quand vous posez une question à ChatGPT, en fait, vous savez déjà ce que vous aimeriez que ChatGPT vous réponde. Parce qu'en fait, vous avez toujours un a priori. Donc, est-ce que je dois quitter ma femme ? Déjà, si vous posez la question, c'est qu'a priori, la réponse est oui. Sinon, vous ne la poserez pas. D'accord ? Donc, ça, c'est le deuxième problème. C'est l'a priori positif et bienveillant, parce que ChatGPT, il répond très bien. Il vous dit tout le temps, oui, je comprends, tu dois traverser une période difficile, je vais essayer de t'aider, mais n'oublie pas de demander quand même à un psychologue. Il se protège. Il va toujours mettre la protection, la bienveillance, et il va quand même aller dans la direction où vous allez l'installer. Donc, qu'est-ce qu'on source dedans ? Deux, qu'est-ce que l'on fait de cette IA ? Parce qu'en fait, tout ce que vous rentrez dans l'IA, ça va servir pour vous ou contre vous. Moi, je fais ça, je rends des trucs. Qu'est-ce que tu me conseilles comme école pour mes enfants ? Des trucs qu'on fait tous. Et il m'a répondu,
pour ta fille, Mina, elle s'appelle Mina, qui a 16 ans, qui s'est fait mal au genou il y a 4 temps, je te conseille quand même de prendre une école pas trop loin de la maison. Parce que vous savez que dans Chat, vous pouvez ou pas activer la mémorisation. Donc moi, je n'avais pas enlevé la mémorisation, donc il garde toutes les infos. Donc j'avais dû lui demander un jour, elle avait mal au genou, elle avait un truc, mais il a gardé ça, et quand il répond pour l'école, il influence. Donc je crois que c'est un outil fantastique. Moi, je crois beaucoup à cet outil. C'est un outil, mais je crois qu'il doit s'intégrer dans l'offre. Actuellement, dans l'offre, il y a des psychologues, il y a des médecins. Mais le problème, vous l'avez dit au départ, c'est qu'on a de moins en moins de temps. Et l'IA, elle a tout le temps du monde. Donc, de toute façon, on ne peut pas combattre contre l'IA. Bonne transition, professeur Atul Pathak. On manque de temps. Merci beaucoup. On va prendre du café artificiel ou du café vrai? Du vrai café. Bon, allez, ça va.